J'ai le plaisir de présenter ce forum des partenaires avec le département du Loir-et-Cher, l'association Déficience, l'ARS du Centre-Val de Loire et la communauté de communes Drôme-Ardèche. Et nous allons du coup commencer par Madame Voisard pour l'ARS Centre-Val de Loire. Je garde mon masque, je l'enlève. Voilà. Ça change de ces derniers mois où on a tous le masque. Donc bonjour à tous, Coralie Voisard, donc référente régionale installation des professionnels de santé libéraux, médicaux, paramédicaux en région Centre-Val de Loire. Je suis ravie d'être présent et de vous accueillir dans la région Centre-Val de Loire, qui est une belle région, mais qui est aussi une région en difficulté de médecins. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont essayé de vous recruter. Je ne vais pas changer, de cible. On est en grande difficulté et au fur et à mesure de mes slides, je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc l'exercice professionnel, plusieurs modes d'exercice, plusieurs modes de façon de travailler, que ce soit en libéral, que ce soit hospitalier, en collaboration, pour le remplacement. Voilà, ou seul, isolé, pas isolé, l'exercice coordonné, on en parle beaucoup. Et je pense que c'est une véritable solution et réponse aux besoins que vous nous faites remonter. On va commencer par l'exercice ambulatoire. Donc, il existe divers modes d'exercice. L'exercice libéral seul ou en groupe, à différencier de l'exercice coordonné. Je vous expliquerai un peu plus en détail en suivant. Vous avez la collaboration, le remplacement et le salarié. Donc seul ou à plusieurs. Seul, donc on va faire avantage inconvénient. S'installer seul, ça vous permet quand même de conserver une certaine liberté, une certaine autonomie, que ce soit, vous avez forcément une liberté dans votre temps médical et dans votre exercice, mais là vous avez également une liberté, une totale liberté dans votre temps organisationnel, mais en contrepartie, vous êtes aussi seul à supporter l'ensemble des charges qui sont liées à votre activité libérale, comme d'ailleurs toute profession libérale. Libéral en exercice de groupe, donc c'est aussi une réponse à cette charge qu'on supporte seul quand on s'installe tout seul dans un cabinet libéral. On a plusieurs statuts d'exercice de groupe qui existent aujourd'hui, mais qui sont communs de toute façon à l'exercice en libéral de manière générale. On a aussi beaucoup les infirmières ou les masseurs kinés qui utilisent ces structures. Donc vous avez la société civile de moyens, vous avez la société civile professionnelle et vous avez la société d'exercice libéral. Donc j'ai noté quelques informations pour vous, mais vous pouvez tout à fait retrouver tous ces statuts juridiques sur Internet avec les avantages et les inconvénients. Donc à savoir que l'exercice de groupe présente beaucoup d'avantages, comme je vous le dis, on exerce ensemble à plusieurs, donc on partage aussi les difficultés. Mais on a aussi des engagements communs, et à savoir que quand vous allez vous inscrire au Conseil de l'Ordre, vous devez présenter ces différents contrats et engagements au Conseil de l'Ordre des médecins. La collaboration, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler durant votre cursus, excusez-moi, mais il s'agit d'un contrat entre deux médecins, souvent un jeune médecin et un praticien plus expérimenté. Le but, c'est on verse un pourcentage de ses honoraires au second, donc le jeune médecin verse un pourcentage de ses honoraires au praticien plus expérimenté qui s'engage à lui fournir un cabinet équipé. Choisir la collaboration, c'est pas véritablement un engagement lourd, c'est même plutôt bien parce qu'on continue finalement, on complète sa formation sur le terrain, on apprend à gérer un cabinet parce qu'aujourd'hui c'est quand même difficile, on a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à faire et c'est facile pour personne de s'installer seul et en libéral. Donc voilà, ça permet vraiment un accompagnement, ça permet de prendre conscience aussi de toutes ces charges et ses avantages et ses éventuels inconvénients. Et puis ça permet éventuellement de mieux connaître la patientèle, surtout si vous êtes sur une reprise de cabinet.
par la suite. Bien évidemment, le contrat de collaboration libérale est déposé au Conseil de l'Ordre qui prend connaissance de tous les engagements. Le remplacement, donc le remplaçant exerce en l'absence du titulaire au sein du cabinet auquel il lui reverse la totalité de ses honoraires. En retour, il y a une rétrocession d'honoraires sur la base d'un pourcentage qui est prévu au contrat. Quand vous êtes en remplacement, vous prenez je dirais toute l'étiquette du médecin que vous remplacez, s'il est secteur 1 ou secteur 2. J'ai fait après maintes et maintes interrogations de nos professionnels de santé, on a essayé d'avoir un salaire moyen brut, mais qui pourrait être un peu plus réévalué, de 6 500 € et environ 60% de charges et d'impôts quand même, qui peut remplacer. Donc là, je vous ai mis les deux catégories de médecins qui peuvent faire des remplacements. Les étapes du remplacement, je vous invite à les prendre en photo parce que c'est toujours intéressant, on ne sait jamais par quoi je dois commencer, où est-ce que je dois aller. C'est vrai que c'est difficile, on vous lâche un peu comme ça dans la fosse au lion, installez-vous, ou remplacez. Et donc c'est toujours intéressant de savoir toutes les étapes. J'aurai la même chose pour l'installation libérale et on pourra en échanger en suivant. À savoir, et je voulais marquer une petite attention sur cette information, sur l'article 86 du Code de déontologie médicale, et je vais vous le citer, c'est qu'un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant 3 mois consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de 2 ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Aujourd'hui, les difficultés sont telles qu'il me semble difficile, ou je dirais, j'ai pas connaissance de difficultés, d'interdiction d'un médecin de vous installer. Ça peut exister, c'est important de le savoir, c'est pour ça que je voulais indiquer. Le salariat, donc c'est un statut qui est assez récent, je ne sais pas si vous avez participé à la plénière tout à l'heure, mais il y avait le JPRO Santé qui vous a présenté cette modalité d'exercice. Monsieur va vous en parler également après. C'est très peu répandu, mais ça répond effectivement à une demande des jeunes médecins aujourd'hui qui ont besoin finalement d'un accompagnement un peu plus personnalisé, d'une organisation un peu plus construite, parce qu'effectivement le libéral peut faire peur, donc c'est aussi un mode d'exercice professionnel. Moi, j'aimais bien dire que finalement, ça reprend, c'est un peu un statut du collaborateur libéral, mais avec un petit lien de subordination quand même avec l'employeur. Excusez-moi. Les formes d'exercice regroupées, l'exercice coordonné, je voulais aussi vous en parler rapidement, mais on pourra en échanger. Et vous avez aussi un stand avec le président de la fédération des MSP sur le stand de la région Centre qui pourra vous en parler plus en détail pour les MSP, pour l'exercice regroupé. Quelle que soit sa forme, l'exercice coordonné, c'est vraiment un lieu et une organisation de soins de premier recours qui permet vraiment de structurer les relations et mieux se coordonner entre professionnels de santé. Ça a vraiment pour but de mettre en commun les compétences, les moyens, avec un objectif qu'on appelle souvent projet de santé, qui peut se faire rapidement ou parfois prendre un peu plus de temps, mais vraiment vous organiser autour d'un projet commun de santé avec vraiment un objectif sur le territoire d'offre de soins qui est quand même très important et qui est vraiment qui fait plaisir, que les populations en tout cas attendent. Vous avez différentes structures, les ESP, les équipes de soins primaires, donc c'est les professionnels de santé libéraux de premier recours. Vous avez les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui font du premier et avec des possibilités de second recours. En région, on en compte 125 MSP et antennes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on développe en région Centre-Val de Loire. De toute façon, nous, on est très pro-équipe, on aime bien travailler ensemble ici. On a aussi les centres de santé. Monsieur vous en parlera un petit peu plus, et puis les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé qui s'organisent également autour d'un projet de santé commun, et vous avez aussi des acteurs du médico-social qui y sont associés.
Souvent, quand j'ai contact avec un professionnel de santé, un médecin qui veut s'installer, je dis toujours en premier lieu d'interroger l'URPS, la commune, parce que quand vous voulez vous installer, il faut toujours prendre contact avec la commune, avec l'URPS et aussi avec les CPTS. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien la population et qui pourront vraiment, vraiment vous apporter un max d'informations pour vous installer. Je vous ai également mis tout en bas là, de la petite slide, je ne sais pas si vous voyez, la référente installation, enfin la référente exercice coordonné de l'ARS région Centre-Val de Loire. Si ça vous intéresse, prenez son adresse mail, elle est très disponible et elle pourra vous répondre sur les avantages, les inconvénients, de choisir un exercice ou un autre. Donc surtout n'hésitez pas. Donc là c'était une petite carte des CPTS en région Centre-Val de Loire. Là où c'est un petit peu plus foncé, c'est là où elles sont bien installées. Donc après vous avoir parlé rapidement de l'exercice ambulatoire, vous avez l'exercice hospitalier. Je pense que vous le connaissez déjà tous très très bien, vous savez comment ça marche. On est sur un temps de travail avec des semaines à 10 demi-journées de travail, sans excéder les 48 heures par semaine. Donc ça c'est une directive européenne, c'est lissé sur 4 mois, avec un temps de repos de 11 heures obligatoire après 24 heures de travail consécutif. La rémunération, donc ça, une rémunération qui est fixée par arrêté. Le Ségur de la Santé a revalorisé, et dans la slide future, vous verrez ces revalorisations qui sont importantes et qui peuvent aussi vous faire rester dans le milieu hospitalier ou pas. On sait tous que les salaires restent quelque chose d'important, savoir combien on va gagner ou pas. Donc je vous montrerai la slide suivante. Vous avez aussi les congés, donc c'est des congés annuels que vous avez dans tous les services hospitaliers. Donc la médecine générale, on n'en entend pas forcément parler à l'hôpital parce que c'est peu de services qui sont concernés. On a la médecine interne, la médecine polyvalente, la gériatrie et le service des urgences. Souvent, la médecine générale, c'est vraiment le libéral. Mais voilà, vous avez quand même des services qui sont concernés par cette spécialité. Donc là, je vais vous parler des revalorisations financières pour les médecins dans le Ségur de la Santé. Vous pouvez avoir un exemple pour une praticienne chef de service avec 30 ans d'ancienneté. On est passé quand même de 6 872 € net à 7 644 €. Donc, c'est des vraies revalorisations. Je voulais également vous faire un petit focus sur les maisons médicales de garde, parce que même si la médecine générale, donc elle n'est pas naturellement exercée en établissement de santé, elle est largement indispensable pour ces maisons médicales de garde où les patients en fait ils sont orientés par le SERMU, ou les services d'urgence hospitaliers. Ça assure vraiment une prise en charge, une continuité des soins ambulatoires avec une sorte de permanence finalement hors les jours habituels, le plus souvent d'ailleurs entre 20h et 8h les week-ends et les jours fériés. C'est vraiment des structures de soins non programmés avec une prise en charge sans rendez-vous qui permet de désengorger les services d'urgence. En région Centre-Val de Loire, on en a 17, et notamment dans des villes très attractives, notamment à Bourges, Vierzon, Chartres, Châteauroux, et bien d'autres. Je voulais, et pour finir, vous parler rapidement, parce que vous en avez déjà, je pense, entendu parler par le docteur Sophie Augros, des différentes aides à l'installation, les aides fiscales aussi, les aides RR, les aides FU. Vous avez de nombreux territoires qui vous permettent quand même pendant 5 ans d'être exonérés de vos charges, de vos impôts, donc c'est très intéressant. Et aussi vous parler du contrat d'engagement de service public. La région Centre-Val de Loire, vraiment, nous sommes en grande difficulté. Notre carte, et vous le verrez dans la slide suivante, vous montre énormément de ZIP, donc de zones d'intervention prioritaire, dans un zonage, et peu importe en France, vous avez 3 zones, vous avez les hors-zonage, les ZIP, les zones d'intervention prioritaire, et les ZAC, les zones d'action complémentaire. Les ZIP, ce sont vraiment des zones, des territoires où on est en grosse difficulté. On a un réel besoin et une réelle demande parce qu'on a des populations qui meurent, avec des retards de soins qui sont vraiment importants, et voire même un refus de se soigner parce que c'est trop difficile pour des personnes âgées, par exemple, de se déplacer à 30 minutes de leur domicile. Donc
c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte dans votre installation. Et parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas une densité médicale qui va s'améliorer avant 2031. Et c'est important de le savoir. En région Centre-Val de Loire, comme je vous disais, 85% de la population fait partie de ces ZIP ou de ces ZAC, donc dans de zones sous-dotées. 2 contrats d'aide à l'installation, il y a plein d'autres contrats, on en a parlé, le COTRAM, COSTAM, etc. COSCOM, excusez-moi. Mais pour l'installation, là pareil, vous pouvez prendre en photo parce que vous voyez pour les ZIP ce dont vous avez le droit, et pour les ZIP et les ZAC également. Donc vous avez la CAIM qui vous apporte vraiment une aide financière significative de 50 000 € sur un temps plein pour vous acheter votre table de consultation ou d'autres matériels qui sont essentiels pour une installation en libéral. Ça vous engage à rester 5 ans sur le territoire que vous avez choisi, donc en zone d'intervention prioritaire. Et puis vous avez aussi le contrat de début d'exercice, qui est vraiment un contrat pour vous aider à créer votre patientèle finalement, qui vous accompagne en vous assurant quand même des recettes, parce que c'est pas vraiment un salaire, hein, c'est des recettes de 8 500 € par mois, avec bien évidemment un seuil minimal de 4 000, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, c'est quand même une sûreté quand vous commencez, quand vous débutez pendant un an, d'avoir une rémunération socle de 8 500 € qui peut vous être apportée par l'ARS. Contrat d'engagement de service public, donc ça je pense qu'on vous en a déjà parlé, ou vous en êtes peut-être bénéficiaire. Donc on vous apporte une aide financière pendant vos études de 1 200 €. Et en échange, vous vous engagez à hauteur du temps où vous a accompagné pendant vos études à vous installer dans une zone sous-dotée, en ZIP, en ZAC, en exercice libéral, en exercice salarié, en exercice mixte. Voilà. Souvent on nous dit ah bah non, ça m'oblige à aller en ZIP, en libéral. Non, vous pouvez avoir un CESP et très bien vous installer dans un centre de santé qui est dans une zone sous-dotée. Donc sachez qu'en région Centre-Val de Loire, on a vraiment à cœur de vous accompagner, on est accessible. Souvent on se dit l'institution, c'est pas accessible, on ne sait pas vers qui on doit s'orienter, c'est difficile de les avoir. Non, on est vraiment en train de monter une nouvelle équipe en région Centre-Val de Loire qui est dynamique, qui a vraiment à cœur de vous répondre rapidement, que ce soit au téléphone ou par mail, et qui vous accompagne dans tous vos projets d'installation, qui vous met en relation également avec les AGA, qui sont des associations de gestion agréées, qui peuvent vous aider en termes de comptabilité, vous apporter des formations gratuites aussi pour la création de votre société, de votre activité libérale, excusez-moi. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, à aller sur le PAPS et également sur Installe-toi Doc, où vous avez les informations des aides financières des conseils départementaux. Donc ça, c'est important, de nos 6 départements, et également les aides de l'ARS. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, je vous remercie. On va passer du coup à notre partenaire suivant, à savoir Monsieur Jouvet, pour la communauté de communes de Drôme-Ardèche. On vous met votre diapo et vous allez pouvoir y aller. Merci. Non, c'est pas celui-là précisément, c'est celui-ci. Merci. Super. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. Très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Pierre Jouvet. Je suis président de la communauté de communes Porte de Drôme-Ardèche et maire de Saint-Vallier. Alors, la communauté de communes Porte de Drôme-Ardèche, c'est comme son nom l'indique, entre la Drôme et l'Ardèche, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre territoire de Porte de Drôme-Ardèche, c'est une communauté de communes de 34 communes, environ 50 000 habitants, qui est en fait positionnée géographiquement entre Valence et Lyon. Et si vous êtes des habitués en vacances du sud de la France, quand vous prenez l'autoroute A7, c'est le moment où vous commencez à être dans les bouchons. Voilà pour vous faire précisément la situation géographique. Donc nous sommes situés à 45 minutes environ de Lyon, 35 minutes de Valence, et depuis maintenant plusieurs années,
avec les élus de la communauté de communes, nous avons décidé de faire de la santé notre priorité politique. Même si ce n'est pas une compétence obligatoire et générale des communautés de communes, on a voulu prendre ce sujet à bras-le-corps et en le faisant de manière un peu différente de ce qui se fait par ailleurs. Ça a été dit juste avant par mademoiselle la représentante de l'ARS sur la question du salariat, et c'est pour ça qu'on a intitulé ce PowerPoint « Le salariat, pourquoi pas ?» C'est ce nouvel exercice médical qu'on a souhaité proposer à un certain nombre de médecins qui viennent s'installer chez nous, parce qu'évidemment, et vous êtes toutes et tous, et depuis le début de ce congrès, je suppose, happés régulièrement, on vient vous demander, vous chercher, vous courtiser par différentes possibilités d'installation. Mais nous, en plus de toute la politique d'installation qu'on vous propose, et qui vous est proposée aussi sur notre territoire, c'est-à-dire l'aide à l'installation en cabinet libéral, les postes partagés entre médecine de ville et médecine hospitalière, puisque sur notre territoire, on a un hôpital qui est l'hôpital de Saint-Vallier et un hôpital un peu plus loin qui est l'hôpital de Romans. Tout ça est lié par les hôpitaux de Drôme-Nord. On a décidé de créer un centre de santé intercommunal. Alors notre centre de santé intercommunal, qui est le premier centre de santé intercommunal de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quoi ? C'est comme une maison de santé pluriprofessionnelle, traditionnelle, que vous connaissez toutes et tous, mais vous êtes salarié directement de la communauté de communes. On vient d'inaugurer ce centre de santé il y a quelques mois. Il est, vous le verrez un peu plus loin dans le PowerPoint, il est aujourd'hui en activité avec 4 médecins généralistes, bientôt un 5e et dans quelques mois un 6e médecin. L'objectif, c'était de positionner ce centre de santé et d'arriver à amener de la pratique avec des médecins généralistes, avec une sage-femme, avec un orthophoniste aussi, pour permettre dans un territoire classé en politique de la ville, dans la commune de Saint-Rambert-d'Almont, vous le verrez un petit peu après sur la carte, d'amener ce projet médical partagé, que ce soit sur de la prévention ou de la santé publique. Nous, on n'est pas en situation, même si évidemment l'ensemble du pays et l'ensemble du territoire national a des difficultés de recrutement de médecins, et j'ai entendu encore dernièrement quelques spécialistes parler de la France comme un désert médical dans sa totalité. Nous, le territoire de Portes de Drôme-Ardèche n'est pas un désert médical en tant que tel, mais on anticipe les départs à la retraite des 5 et 10 ans qui arrivent, puisque dans les 10 ans qui viennent, on sait que la moitié des médecins généralistes de notre territoire vont partir à la retraite, et donc on se doit d'avoir cette anticipation-là. Alors, pourquoi avoir créé un centre de santé ? Ça a été dit juste avant moi, et pourquoi vous inciter à faire ce type de médecine, ce salariat-là ? Je pense que mes prédécesseurs, il y a une dizaine d'années, ne seraient pas venus dans un congrès des internes en médecine générale en présentant le salariat. Je pense qu'ils auraient été à peu près chassés des amphithéâtres à coups de pierre ou presque, parce que ce n'était pas du tout une pratique, et je peux l'entendre et le comprendre, qui était dans la philosophie qui était celle des médecins généralistes d'il y a quelques années. Et d'ailleurs, pour vous dire vrai, quand on a construit ce projet de centre de santé intercommunal, qu'on l'a construit avec les professionnels de santé de notre territoire, les plus vieux médecins généralistes, au départ, ne comprenaient pas ce qu'on faisait. En disant, mais vous n'aurez personne dans votre centre de santé. Aucun médecin généraliste ne veut être salarié. La réalité, c'est que, force est de constater, on voit de plus en plus la volonté, pour certains, pour certaines, d'être salariés, parce que ça amène évidemment un confort premier, qui est celui d'exercer votre métier de soignant à 100%. Votre métier de soignant à 100%, c'est-à-dire que pas de paperasse, pas de charge de gestion d'un bâtiment, pas de problématique de loyer, pas de problématique de retour le week-end non programmé, de difficultés en cas d'arrêt maladie, de difficultés en cas de congé maternité pour pouvoir fermer son cabinet, de trouver un remplaçant quand on part en vacances. Tout ça n'existe pas. Dans un centre de santé, quand vous êtes salarié, vous êtes salarié. Et vous êtes salarié directement de la communauté de communes, avec un contrat qui est un contrat de médecin, catégorie A dans nos statuts de la fonction publique, à 37 heures par semaine, avec des RTT et avec des congés comme l'ensemble de mes collaborateurs de la communauté de communes. Avec une grille tarifaire, on pourra en reparler dans le détail,
qui démarre aux environs de 4 000 € net par mois et qui après, selon l'expérience, parce qu'on a des médecins qui sont venus s'installer, qui ont plus d'expérience, qui ne sortent pas simplement d'études, avec des possibilités évidemment de salaire plus importants. Donc c'est vraiment cette volonté-là de faciliter cette installation et surtout de préserver aussi ce qui nous paraît important. Et je crois que les effets post-Covid dans la vie de chacune et de chacun a aussi amené ça, d'amener aussi un équilibre de vie plus stable que ce qu'on a pu définir pendant des décennies comme anciennement, excusez-moi l'expression, le médecin de campagne qui, avec sa mallette, faisait la tournée des zones rurales pendant des heures et des jours entiers, nuit et week-end, en sacrifiant une partie de sa vie de famille. Et je crois qu'on a tous connu des médecins comme ça. C'est d'avoir aussi cette possibilité d'équilibre personnel. Et on voit que ça marche et nos médecins installés sur le territoire sont plutôt satisfaits de ça. Je vous le disais sur la présentation, notre territoire est donc situé à 45 minutes de Lyon, en train comme en voiture, une trentaine de minutes de Valence, à 2 heures de la montagne et de la mer, à proximité des gares SNCF, proximité d'une gare TGV aussi évidemment, et dans une commune qui s'appelle Saint-Rambert-d'Albon, qui est une commune de 7200 habitants. Alors notre centre de santé, vous le voyez là, on l'a ouvert et inauguré en mai 2021. Donc c'est le bâtiment que vous voyez là-haut. Et dans ce bâtiment, qui est un bâtiment neuf, entièrement équipé, avec une dizaine de cabinets médicaux, une salle d'activité pour les projets de prévention, un étage spécifiquement dédié aux professionnels du centre, avec salle de restauration, de réunion, vestiaire, 2 studios aussi mis à disposition pour accueillir et les remplaçants et les stagiaires, et à côté et accolé une crèche dans le même bâtiment, parce qu'on a voulu faire un pôle de vie qui fonctionne ensemble. Notre équipe aujourd'hui, 4 médecins généralistes, une sage-femme, une orthophoniste, une infirmière azalée, plus toute l'équipe administrative qui suit de la prise de rendez-vous à la facturation, à la gestion administrative totale du bâtiment et toute l'équipe support évidemment de la communauté de communes. Et puis dans les prochains mois, d'autres médecins généralistes, puisque nous avons deux contrats qui vont être signés dans les prochains mois, et une psychologue et une diététicienne. Et en proximité en plus, une présence de travailleurs sociaux sur le site, notamment avec un site du CMS du département et des consultations PMI. Alors dans quel environnement professionnel se situe et dans quel environnement se situe ce centre de santé ? Je vous le disais, sur notre territoire, nous avons la chance d'avoir un hôpital, qui est l'hôpital de Saint-Vallier, avec un service d'urgence, 3 autres hôpitaux et cliniques qui sont à moins de 30 minutes, avec chirurgie, maternité, plateau technique complet, une maison médicale de garde ouverte quand les cabinets sont fermés, une collectivité proactive sur la question de santé, je n'ai pas besoin de vous le redire, je l'ai dit en introduction, et puis un réseau dynamique d'acteurs et d'associations médico-sociales, ADAPI, ADMR, EOVI, les EHPAD ou le centre de soins. Ce que nous disent aussi, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette petite présentation, les médecins qui sont en cabinet et qui sont dans notre centre de santé, c'est qu'on a une patientèle qui est plutôt une patientèle plus facile que ce que certains, a priori, ont pu connaître, avec beaucoup de respect de la part de la patientèle et un lieu assez facile à travailler au quotidien. Et puis enfin, vous êtes au cœur d'un cadre de vie privilégié, je vous le disais en introduction, entre la Drôme et l'Ardèche, positionné le long de la vallée du Rhône, le long du Rhône, à proximité donc évidemment des métropoles, ce qui facilite très clairement et de manière très concrète. On peut très bien habiter à Lyon, pour ceux qui ont un mode de vie plus urbain, et travailler dans le centre de santé de Saint-Rambert-d'Albon. Les trajets se font très facilement avec des navettes, notamment en train, près de 20 navettes par jour en train sur les horaires de travail. Et pour ceux qui veulent, et ils auraient bien raison, habiter au sein de notre territoire, un cadre de vie absolument exceptionnel au milieu des vignes. Et vous voyez une part de panorama assez exceptionnelle, avec en plus de ça, parce que c'est bien beau de vendre la ruralité, mais il faut aussi avoir un environnement économique aussi autour, parce que les uns et les autres, si vous venez vous installer, bien souvent vous ne venez pas seul, vous avez
soit une compagne, soit un compagnon, une famille à installer. On a la chance d'avoir un développement économique qui est extrêmement important sur ce territoire, avec un taux de chômage qui est très faible, de nombreuses implantations d'entreprises, puisque nous sommes en proximité immédiate de Lyon. Un territoire avec une vie culturelle très riche, des activités, des équipements sportifs à proximité, des crèches intercommunales là aussi sans liste d'attente, des établissements scolaires allant de la maternelle jusqu'au BTS et, chose importante, un prix de l'immobilier très accessible parce qu'on peut, pour vous donner un exemple, à 300 000 euros, aux alentours de 300 000 euros, vous avez la possibilité d'acquérir une maison avec du terrain et une piscine. Voilà, je vous la fais en court et en résumé, mais c'est à peu près les coûts chez nous. Voilà, donc c'est si vous êtes intéressé évidemment et on pourra répondre à vos questions, nous avons une équipe dédiée au sein de la communauté de communes et nous avons vraiment à cœur de vous accueillir et d'accueillir un maximum de vos collègues. Merci pour votre attention. Eh bien, je vous remercie pour cette présentation. Et est-ce que les représentants du département du Loir-et-Cher sont avec nous? Ouais, je vais lancer ça. Donc vous êtes le docteur Badamassi, c'est bien ça? Vous voulez que je vous laisse vous présenter si... On va le faire. Allez, c'est parti. On va essayer. Ben, je vous en prie. 20 minutes. Je vous en prie. Merci. Alors, ça me fait plaisir d'être parmi les internes. Je suis un vieux médecin anesthésique réanimateur. J'ai eu la chance d'avoir géré le SAMU, les urgences, pendant à peu près 26 ans. Et aussi bien en Charente. Je suis tourangeau de par 8 ans à Tours, avant de m'exiler en Charente. Et puis après dans le Loir-et-Cher, où j'avais été interne, et j'ai passé 20 ans en Loir-et-Cher. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler de PAIS, la plateforme alternative d'innovation en santé, qui est un système dont vous avez peut-être entendu parler, j'espère, et qui date tout simplement de la grande grève médicale en ville qui a eu lieu 2001-2002. Vous étiez déjà nés pour la plupart. Mais c'était la demande des consultations de 18 à 20 euros. Donc cette grève qui a duré quand même 10 mois, on a eu beaucoup de... Maintenant je peux en parler parce que motus bouche cousue c'est fini. On a eu à peu près de la casse à l'hôpital. D'accord? Et c'est suite à ça qu'il a fallu justement décloisonner la vie de l'hôpital. Donc on a mis 5 ans et demi pour rencontrer nos collègues du Loir-et-Cher, tous, les uns après les autres. Donc ce qu'on va vous proposer, la PAIS, c'est une organisation des médecins. D'accord? Pas les élus. Les médecins, mais les élus sont associés. Étroitement associés, puisqu'on a le conseil départemental qui gère aujourd'hui l'agence d'attractivité qui est là. Et notre président du conseil départemental aussi est là, parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, la santé, c'est l'histoire de tous. Alors je me suis fait accompagner par... des adhérents à PAIS, c'est des paysous qui se font appeler. Vous avez donc Émilie et puis Cassien, ils vont vous dire un peu comment ils ont vécu justement cette intégration dans PAIS. Et à la fin, je vous dirai quelque chose de beaucoup plus important que tout ce qu'on aura raconté avant, pendant 2 minutes. Voilà. Donc, bonjour, moi je suis le docteur Vignas Émilie, je suis installée donc à Montoire sur le Loir dans le 41 depuis mai 2020. Moi j'ai fini mon internat en 2017, donc après j'ai fait des remplacements et puis finalement je me suis installée un peu plus vite que prévu parce que j'ai trouvé un endroit où je m'y plaisais bien. Donc le système PAIS en fait, pour expliquer rapidement, c'est une organisation donc entre médecins. Donc nous sur le secteur on est 6 médecins en tout et en fait chaque jour dans la semaine, donc un jour par semaine pour chaque médecin, on va gérer les soins non programmés, donc de nos propres patients, mais aussi du coup des patients des autres médecins qui font partie du système. Et donc du coup, quand moi j'ai décidé de m'installer, le collègue avec qui je suis installée avait déjà entendu parler de ce système-là, donc avec Isaac. Et moi, ça m'a tout de suite intéressée aussi, et ça a clairement été un point important dans ma décision de m'installer. Parce que ça voulait dire que les jours où je ne peux pas voir mes patients, je n'ai pas besoin de les rajouter.
ou de me mettre la rate au courbouillon, comme on dirait, pour voir absolument tout le monde et finir à pas d'heure, parce que du coup, avec le système PAIS, je sais que mes patients ils vont quand même être vus par mes collègues du système, sans passer par les urgences. Donc en plus, on ne vient pas engorger les urgences avec des motifs de consultation qui sont clairement de la médecine générale. Donc du coup, pour moi, ça a été un choix assez rapide. L'autre point intéressant avec le système PAIS, donc je suis installée avec 2 autres médecins généralistes. Et donc avec ce système PAIS, on a pu prendre une secrétaire physique, qui est sur place au cabinet tous les jours de la semaine, parce que du coup derrière il y a quand même une aide financière qui est quand même non négligeable et qui nous a vraiment permis de nous aider financièrement à payer cette secrétaire. Et puis au quotidien, c'est vraiment un plaisir d'avoir une secrétaire qui oriente les patients. Pour nous, c'est un confort, mais pour les patients aussi, parce qu'ils ne sont pas perdus, quoi. Donc voilà. L'autre point aussi intéressant avec le système PAIS, c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des remplaçants. Donc je ne sais pas où sont les internes après leur formation, mais pas forcément en remplaçant. Et donc du coup, avec le système PAIS, on peut quand même prendre nos congés. On sait que nos patients ils vont être vus, donc il y a un peu moins de culpabilité quand on prend nos congés ou qu'on est absent certains jours, parce que les patients sont vus et même les patients que nous on voit en consultation qui ne font pas partie de notre patientèle, ils sont contents d'avoir un médecin, de ne pas avoir à aller aux urgences pour attendre pour des motifs qui sont clairement gérables au cabinet de médecine générale. Donc pour moi le système PAIS c'est vraiment important pour surtout diminuer un peu la charge mentale de la gestion justement des soins non programmés. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter. Bonjour. Émilie a dit presque tout. Moi j'ai juste envie de vous parler du sens que vous avez envie de mettre dans votre travail. On vous parle de salariat, on vous parle de libéral, on nous balance des sommes d'argent absolument dingues. Il y a 3 ans, j'étais à votre place, je ne savais pas où aller, où donner de la tête. J'ai remplacé 1 an, 2 ans. Et puis, on a nos représentants qui font leur travail, et c'est très bien, les ARS, les CEPAM, etc., etc. Venez. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et PAIS, ça m'a donné la réponse. Je n'ai pas trouvé la réponse dans les institutions, forcément, dans les congrès, dans les trucs très hauts, très compliqués. Émilie vous a dit, on s'organise. Dans mon groupe PAIS, on est 7, répartis sur 3 communes. On n'est pas forcément dans les mêmes murs, mais on est d'accord. On ne pratique pas toujours de la même façon, mais on est d'accord pour que quand il y en a un qui veut prendre un après-midi un peu plus tôt, pour une raison X, Y, Z, c'est les copains qui prennent les patients. On est d'accord pour s'organiser pour qu'il y en ait toujours un qui soit là. Alors après, pour les congés, on s'organise comme on veut. Il y a une jeune maman qui a 2 enfants. Quand elle a besoin d'aller chercher ses gosses, les emmener chez le dentiste, au sport ou autre, très peu. C'est du très concret et c'est du très simple. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. PAIS, c'est pas uniquement dans le Loir-et-Cher, ça existe aussi dans le Béarn. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui viennent du Sud. On peut le mettre en place de partout. C'est très simple, c'est pas compliqué et c'est du concret. Le vieux repasse. Alors, non, ce qu'il vous a dit, Cassien, on vous a parlé des secrétaires, parce que quand on a concerté nos médecins au départ, les 5 ans et demi, on les a concertés pour savoir quels étaient leurs problèmes principaux, c'était qu'ils ne pouvaient pas payer les charges des secrétaires. Donc on a formé les secrétaires. Quand je dis former, c'est une double formation. Le SAMU, les urgences, et puis l'autre formation, c'était donc par la caisse d'assurance maladie. On se parle tous entre nous dans ce département. Et c'est la même chose que nous avons exporté donc dans le Béarn, parce que je voyage beaucoup. Je pourrais aller en Ardèche, peut-être un séjour. Je voyage beaucoup pour sensibiliser justement nos collègues en disant il faut anticiper. J'ai entendu quelqu'un employer le mot tout à l'heure, anticiper. Si on n'anticipe pas, on meurt de toute façon. Donc on a anticipé, nous on s'est servi de cette catastrophe qu'il y a eu en 2001-2002. Et quand vous êtes responsable d'un service, vous vous dites, soit j'attends le soir, j'arrive chez moi, je prends mon verre de whisky et j'oublie, soit je trouve des solutions. Et les solutions, c'était aller sur le terrain, rencontrer nos confrères de ville pour mettre en place un dispositif qui marche depuis 13 ans. Depuis 13 ans, l'ARS est là, je n'ose pas trop parler d'eux en bien. Et donc, ils nous ont aidés au départ. Le problème, c'est que PAIS était devenu, à la fac de Tours de médecine, quelque chose qui était très demandé. Et le directeur de l'offre de santé nous a dit, moi je ne peux plus. Isaac,
va voir, trouve d'autres financeurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé démarcher tous les élus communautaires du département. C'est comme ça que je les connais tous, je les fréquente tous, et tout ce qu'on a mis en garde en disant faites attention, si vous n'anticipez pas, vous n'allez plus avoir de médecins aujourd'hui, donc ils sont aux abois pour la plupart. Mais nous avons la chance, le département suit aujourd'hui, puisque le département est d'accord pour prendre en charge justement cette santé de nos concitoyens. Pays, 6-8 mois, on trouve des solutions. Vous choisissez votre territoire, la commune, l'intercommunauté. C'est une organisation intercommunale, hein. Ce n'est pas la commune. J'ai toujours dit aux médecins, aux maires, faites le deuil de votre médecin de commune. C'est l'intercommunalité, le bassin de vie, si vous voulez. D'accord? Et ça marche. Ça peut être à cheval entre des départements. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais moi, en tant que responsable de service, comme je vous ai dit, il n'y a pas que l'organisation de la santé qui m'intéresse. Il y a autre chose qui m'intéresse. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir encadré des internes comme vous pendant des années, que ce soit à Angoulême, que ce soit à Blois. S'il y en a qui connaissent d'ailleurs Blois, vous pouvez vous renseigner. On a mis en place un dispositif pour les stagiaires internes chez nous pour qu'ils vivent leur vie comme on l'a connue, nous. Il y en a beaucoup parmi nous qui oublient qu'ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Aujourd'hui, on voit de temps en temps quelques internes qui nous parlent de la violence qu'ils subissent, des choses qu'ils subissent. Et malheureusement, il y en a qui se sont suicidés, qui ont perdu leur vie. Jamais un territoire pays, quand ils ont un souci quelconque, ils ont un coup de grisou, ils appellent, on se retrouve. On se retrouve, que ce soit à Montoire, que ce soit dans la vallée du Cher, on se retrouve la journée entière. Celui qui est de pays continue son travail, mais il nous rejoint, on mange ensemble, on discute ensemble. C'est aussi ça. C'est le lieu d'échange, c'est le lieu de partage. On n'est pas là. Actuellement, la pression est tellement forte que je sais qu'il y a des confrères qui ne trouvent aucun endroit où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent expliquer leurs problèmes. Pays, c'est le lieu qui vous permet justement de vous expliquer. Les solutions que nous apportons, c'est nous qui les apportons et qui proposons à nos politiques. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas comme ça, on est dans le mur. On est tellement dans le mur que le mur est en train de se fissurer déjà, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, pays, c'est ça. C'est simple, c'est souple, c'est évolutif. Les premiers territoires de pays ont vu arriver des dentistes, des infirmiers, des psychologues, des machins, de telle sorte que maintenant, il y en a beaucoup qui ne vont plus, les diabétiques, ils ne vont plus à l'hôpital. Ils ont été formés par les hospitaliers diabétos de l'hôpital, sur place, parce que ce que vous ne savez pas, et que moi j'ai découvert aussi par la suite, c'est que quand vous êtes formé, un jour vous avez un coup de grisou, vous n'avez pas envie d'aller au cabinet, vous allez faire de la prévention collective, ou en EHPAD, ou dans un centre municipal mis à disposition, vous êtes rémunéré. Ça existe, ça fait partie de la formation. Donc vous êtes rémunéré, tous les diabétiques, pour les insuffisants respiratoires, tout ça. Donc aujourd'hui, on a des paysous, le territoire premier de Cassien. C'est-à-dire qu'on fait de la marche nordique, il y a la diététicienne qui est là, il y a la kiné qui est là, il y a le psychologue qui est là. Donc voilà, tout ça organisé et ça désengage complètement les hôpitaux chez nous. Et pour finir, quand on fait les choses, les médecins, ils ont le droit aussi de se reposer. Moi, je suis trop vieux, je n'ai pas connu les 48 heures forcément, mais je défends que le médecin libéral puisse se reposer quand il a besoin. Il n'est pas là corvéable à merci. Faire des gardes toute une nuit, ça apporte quoi? Les territoires qui sont organisés, ils finissent à 20h, 20h30, à tour de rôle. On a mis en place une circulaire qui existe, à condition que ce soit organisé. On a mis en place une organisation pour qu'on leur fiche la paix pour la permanence de soins de 20h à minuit. On leur fiche la paix. Ils dorment. Et on a fait une évaluation quand même. Attention, parce que l'ARS veille. On a fait une évaluation. On a un appel de nuit. On avait un appel de nuit toutes les 3 nuits. Quand c'est pour une otite, le médecin régulateur, il est là. Il donne le conseil. Et le lendemain à 8h, il y a un médecin du territoire qui prend justement ces imprévus et qui assure et qui répond. Je peux vous dire que le pays, les gens sont les habitants, les usagers, qui sont aussi parfois des élus, ils sont très contents. C'est aussi justement l'aménagement sanitaire du territoire. On a eu du mal à convaincre les élus au départ, mais aujourd'hui, les collectivités territoriales, la médecine de ville et la médecine libérale, main dans la main, tous ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas. Karine Gouraud, donc la directrice de l'agence d'attractivité de chez nous dans le Loir-et-Cher. Et puis moi aussi, c'est mon adresse mail IGBA, c'est facile, igba@wanadoo.fr.
Je dors pas beaucoup, je dors à peu près 1 heure par jour. Non, je plaisante. 2 heures par jour. Donc on est à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Et si même là, ce soir, vous avez besoin de renseignements, éventuellement, on demandera peut-être au président du département de me payer quoi boire. Merci. On fera des questions. Ouais. Et donc, Madame Imzout, c'est bien ça, je ne me trompe pas, nous a rejoint pour l'association Déficience. Le diapo est lancé, c'est par ici. Alors, c'est là. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Voilà. Ouais, merci. Bonjour, donc on va changer de sujet. Bonjour, donc je m'appelle Caroline Imzout, je suis chargée de mission de formation et information et éducation thérapeutique pour une filière de santé maladies rares. Donc ce n'est pas forcément des choses qui sont très connues peut-être pour vous durant vos études. Donc on est sur le pôle exercice professionnel. Donc je vais donc vous parler des services que peuvent vous rendre les filières de santé maladies rares et notamment la filière de santé déficience qui est la filière de santé des troubles du neurodéveloppement, maladies rares du neurodéveloppement. Qui fait partie dans votre exercice des missions que vous aurez, notamment de repérage et de coordination dans les parcours. Juste un petit point sur les filières de santé maladies rares, donc leur mission. Il y a 23 filières de santé maladies rares qui sont labellisées et qui sont dotées financièrement par la DGOS. Les filières, grosso modo, regroupent un champ de pathologie et cohérence sur des organes. Et puis elles ont 3 missions qui sont donc participer à l'amélioration du parcours de soins des personnes atteintes de maladies rares. Je vous rappelle qu'une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une naissance sur 2000 par an en France. Le développement de la recherche, le soutien de la recherche, et le soutien à l'enseignement, la formation et l'information, tant des professionnels que des personnes touchées, des familles et des personnes elles-mêmes. La filière déficience, donc c'est la filière de maladies rares du neurodéveloppement et notamment la déficience intellectuelle au polyhandicap. Donc c'est une filière qui est assez large, qui a 5 thématiques que je n'ai pas notées ici, mais on regroupe 5 thématiques, donc les déficiences intellectuelles de cause rare, les maladies rares à expression psychiatrique, le syndrome de Prader-Willi et autres obésités syndromiques, les maladies congénitales et malformations du cervelet, et il m'en manque une, et les épilepsies rares. Voilà. Donc pour déficience, donc on a une approche médicale qui est par syndrome, donc avec une expertise sur des syndromes très pointus et la définition de syndrome, mais aussi sur le fonctionnel, et donc comment permettre aux personnes qui ont des troubles notamment cognitifs et des troubles associés tels que l'épilepsie ou des obésités, de connaître, d'évaluer leur fonctionnement et de permettre de leur donner un accompagnement adapté en fonction de leur potentiel. Alors, je suis venue plus spécifiquement vous parler d'un serious game qui a été sorti, qu'on a produit l'année dernière, qui est sorti l'année dernière, et qui est vraiment à destination de la médecine de ville, qui est... Ah, j'ai été un peu trop vite. Voilà. Qui est vraiment à la destination de la médecine de ville, alors plus spécifiquement, effectivement, les médecins généralistes et les pédiatres, mais aussi tous les professionnels qui peuvent accompagner les familles dans le repérage et les premiers accompagnements d'un trouble du neurodéveloppement. Pourquoi ? Parce que les médecins experts des centres de référence, donc on a 123 centres de référence et de compétences sur le territoire français, et outre-marins, on dit comme ça, ultramarins, pardon, voilà. Se retrouvent finalement engorgés, alors j'ai envie de dire que c'est un peu comme les urgences, engorgés de demandes de consultation
pour des choses qui auraient pu être initiées en ville, et finalement leur expertise, ils passent du temps d'expertise sur des choses qui ne sont pas de leur ressort et qui auraient pu dans un premier temps être coordonnées par la médecine de ville, que ce soit un médecin généraliste ou pédiatre quand il existe encore. Bon. On va faire ça. Je vais y arriver. Voilà. C'est bon. Donc, oui, c'est celui-là. Donc, les troubles du neurodéveloppement, donc on appelle aussi TND. Il y a une vidéo d'ailleurs qui est sortie sur YouTube ces jours-ci pour la définition concrète des TND. Donc, les troubles du neurodéveloppement de l'enfant sont assez complexes et puis sont soumis souvent à de nombreux facteurs qui sont intrinsèques et extrinsèques. Il y a aussi l'environnement qui peut faire partie des facteurs de développement. C'est 5 à 7% de la population qui sont touchés par les troubles du neurodéveloppement. C'était celle-là, pardon. Voilà. Ils entraînent souvent un retard important et un retentissement sur le parcours de vie de l'enfant et de son entourage, surtout si le diagnostic n'est pas fait précocement. Donc vous voyez qu'ils sont assez larges. On regroupe les troubles 10, les troubles du développement intellectuel. C'est la nouvelle appellation pour la déficience intellectuelle ou le handicap mental, qui est un peu plus valorisant pour les personnes que déficits intellectuels, par exemple. Les déficits attentionnels, les troubles de la communication et les troubles moteurs, etc. Donc ils sont souvent mal connus et donc difficilement repérés, notamment par vous qui allez exercer ensuite en médecine de ville, et souvent associés à d'autres pathologies telles que l'épilepsie ou des troubles psychiatriques. Ce manque de connaissances induit très souvent une errance diagnostique. Des familles peuvent mettre jusqu'à 10 ans, alors c'est plus tout à fait le cas maintenant puisqu'il y a eu des politiques de santé sur les maladies rares, qui notamment plusieurs plans nationaux qui ont permis de structurer ces parcours de soins, mais certaines familles ont eu plus de 10 ans pour avoir un diagnostic, quand diagnostic il y a, bien sûr, des retards de prise en charge et des défauts, je sais pourquoi, voilà, j'ai un timing qui a été enregistré que je n'ai pas retiré. Et un défaut d'accès aux soins, notamment quand il y a une déficience intellectuelle. Certains jeunes enfants n'ont pas accès à des soins courants, puisque c'est un peu compliqué, il faut apprendre à les connaître, et de ce fait, certains professionnels refusent de les accueillir, et aux urgences aussi, par exemple. Bien sûr, ça induit une souffrance psychologique pour les familles, et puis des pertes de chance pour les enfants, puisqu'il y a des prises en charge qui peuvent être proposées très rapidement pour essayer de combler les retards et de donner le meilleure chance possible de développement à l'enfant. Alors on s'est posé du coup la question avec nos experts, mais pas seulement les experts, les médecins experts des centres de référence, mais aussi les associations de familles qui ont participé à ce projet. On s'est posé la question de se dire, mais comment on peut aider les professionnels qui sont de ville à soutenir ce développement de compétences par rapport aux troubles du neurodéveloppement, bien sûr sans enjeu sur les patients, ni d'impact sur la qualité des soins rendus. Alors je suis une ancienne professionnelle de santé et je sais qu'il y a depuis quelques temps jamais la première fois sur un patient, mais là effectivement il faut bien à un moment donné apprendre. Et donc, comment on peut apprendre ? On s'est dit que une façon d'apprendre était de se servir des nouvelles technologies, et notamment de ce qu'on appelle les jeux sérieux. Alors, Défi Game, du coup, est plus des cas cliniques interactifs qu'un vrai serious game. Vous n'allez pas vous retrouver dans un univers immersif avec des jeux de plateau. Mais par contre, vous allez être mis en situation réellement de pouvoir interroger une maman et de surtout vous saisir des outils de repérage qui existent et qui sont recommandés par les expertises, que ce soit notamment l'HAS et les plans de repérage précoce d'un développement inhabituel qui est sorti par le gouvernement.
Alors, est-ce que mon teaser va marcher? A priori, non. Je vais vous laisser juste la petite vidéo, donc le petit teaser de Défi Game. Je sais pas si, formidable. Et je reviendrai un peu plus après. Voilà. Alors il y a juste un tout petit peu de musique qui n'est pas très agréable, hein, donc c'est pas très grave. Ah oui, moi je l'aime pas vous. C'est pas grave. Alors c'est pas très grave. Vous avez dans vos Welcome Pack, vous avez un petit flyer avec un QR code qui vous emmène directement sur la. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Juste vous remettre le PowerPoint. Voilà. C'est pas grave. Donc dans vos Welcome Pack, oui, vous avez un flyer sur lequel vous avez un QR code qui vous emmène directement sur la page d'accueil du site. Et vous avez le teaser que vous pouvez voir, donc c'est des petits extraits. Donc c'est donc une mise en situation de consultation. Alors, dans ce jeu, vous incarnez un médecin généraliste nouvellement installé et vous allez rencontrer 4 jeunes patients avec leurs parents. Et donc grâce à des outils dont la trajectoire développementale interroge, les parents viennent vous interroger en disant « je suis inquiet, mon enfant n'a pas l'air de se développer comme l'aîné ou comme l'enfant de ma copine avec qui on passe tous les mercredis après-midi. Le mien, il marche mal, il a des crises de colère que je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que l'on peut faire ?» C'est des cas d'études qui sont au plus près du réel, puisqu'ils ont été, c'est des situations de jeu qui ont été tirées de dossiers de patients réels, qui ont été bien sûr anonymisés, hein. Mais ce sont c'est des dossiers qui ont été étudiés par les experts des centres de référence. Les situations ont aussi été passées au crible des parents d'associations qui ont validé tous les dialogues et les situations. Et pour certaines, ils nous ont dit non, mais vous n'avez pas été assez loin parce que nous, on a vécu des choses qui étaient plus embêtantes que ça. Il y a des phases didactiques et des phases d'action. Vous avez alors vous voyez un petit peu là, mais vous avez des possibilités de choix. Vous avez des systèmes de drag and drop pour pouvoir déposer dans des solutions. Vous avez des QCM. Donc vous avez une phase de dialogue avec les parents et puis avec tous les éléments que vous récoltez, vous êtes amené notamment dans un premier cas à remplir les grilles de repérage qui ont été mis en place par le gouvernement et avec les dossiers d'adressage aux plateformes d'expertise. Vous avez aussi, quand vous demandez un examen, vous avez le résultat. Donc ce sont des vrais résultats d'examen, que ce soit un examen génétique, si vous demandez une évaluation auprès d'une ergothérapeute, d'un psychomotricien, d'une orthophoniste, vous avez le compte-rendu qui a été demandé, vous avez le compte-rendu, qui sont aussi de vrais comptes-rendus. Et comme dans la vraie vie, et quand vous faites un choix, s'il n'est pas bon, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous avez les conséquences de votre choix. Et pour en faire un autre, il faut que vous refassiez le jeu pour comprendre là où vous avez pu éventuellement pêcher. C'est une web application alors, qui est en accès libre et qui est gratuite, l'idée étant qu'elle puisse être diffusée le plus largement possible. Et elle est aussi en anglais puisqu'elle a eu un financement de l'Union européenne, des réseaux européens de maladies rares. Alors, elle a été mise en ligne donc en février 2021, donc c'est une petite année en français et en anglais. Actuellement, alors un peu plus de 2000 utilisateurs, mais on n'a pas énormément de moyens pour communiquer, donc on compte sur le bouche à oreille pour pouvoir développer les utilisateurs, mais on est quand même représenté dans 23 pays, alors parfois par une seule personne, mais 23 pays, même si elle est destination donc plutôt de la médecine, hein, les autres professionnels de santé nous ont dit qu'ils en étaient aussi saisis. Et les parents d'associations sont aussi saisis pour pouvoir mieux dialoguer avec leur médecin traitant. Voilà, ça ce sont les experts de la filière qui ont pu participer, notamment
sur ce jeu, sur la construction des scénarios, mais aussi nos partenaires qui ont pu tester. Donc, vous voyez que vous avez des représentants aussi de votre Réagir qui ont bien voulu tester le jeu et qui nous ont fait leurs retours. Et ces retours, bien sûr, qui ont été intégrés au jeu. Je vous mets juste des verbatims de un médecin et un parent. Donc, le parcours d'un parent, donc, qui a mis près de 10 ans à avoir le diagnostic. Et puis un de vos collègues, pardon, qui a trouvé vraiment le jeu immersif et qui répondait aussi à ces questions. Alors, en dehors de ce jeu, alors on a plein d'autres choses que vous pourrez aller voir sur le site de la filière déficience, mais notamment aussi des modules e-learning qui sont en accès toujours libre, qui sont des outils qui sont à disposition et de vous, professionnels, et des parents, vraiment dans l'idée de pouvoir mettre des communiqués, que vous puissiez communiquer avec un vocabulaire ou en tout cas un socle commun de connaissances pour que le dialogue soit plus facile et se retrouver. Donc des modules en ligne qui sont soit sur des connaissances fondamentales, sur qu'est-ce qu'un TND, qu'est-ce qu'une déficience intellectuelle. On a des focus sur quelques métiers, et puis aussi sur des syndromes particuliers, maladies rares, alors qui sont rares, mais pas si rares que ça, et vous pourrez en rencontrer dans votre exercice. Donc, comment accéder au contenu? C'est assez simple, via le site de la filière déficience et puis de ses partenaires, puisque ces modules en ligne sont diffusés sur les sites des associations, sur les sites des centres hospitaliers de référence. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en train de constituer des témoignages de parents qui nous répondent sur quel souvenir vous avez de l'annonce diagnostique qui a été fait, par exemple. Quel est votre vécu d'une fratrie avec un enfant en situation de handicap? Comment s'est passée la scolarité de votre enfant quand il était petit? Sur le vécu de l'annonce diagnostique, il y a beaucoup de progrès à faire, et donc je vous engage à aller voir ces témoignages qui, à réaliser, ont été très prenants, mais à regarder après, quand on est professionnel de santé, qu'ils sont tout autant. On a aussi des journées de formation, on a des DU sur la déficience intellectuelle et sur le neurodéveloppement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la filière. Je ne suis venue vous parler que ce qui était en ligne, puisque c'est le plus facilement accessible. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur le site, donc sur le stand, je suis au stand 12, et puis sinon à me contacter. On a d'autres vidéos, plein de documentation que je peux vous montrer, notamment les cartes d'urgence aussi sur certains syndromes qui permettent qui doivent être renseignés avec le médecin pour permettre de notifier notamment les spécificités de compréhension de l'enfant et les moyens de communication, s'il a des moyens de communication alternatifs, tels que les pictogrammes ou la communication alternative et augmentative. Voilà, merci. Eh bien, je vous remercie à vous 6 pour vos présentations. Ça va être la fin du coup de ce forum sur des partenaires sur le thème de l'exercice. Et je vais tous vous inviter à rejoindre l'auditorium François 1er pour le flash actualité sur l'interprofessionnalité. Et bon congrès.